Vous écoutez Duo de Plume, je suis Cyril. Et je suis Catherine. Et aujourd'hui, le studio a changé. Pour ceux qui nous regardent, l'environnement est un petit peu différent. On s'est déplacé ailleurs. Voilà, c'est le studio bis. Ouais, on devient super riche en studio. Oui, voilà, c'est en tout cas notre deuxième studio. Ouais. Et c'est notre deuxième studio. Et en plus, si tout va bien, vous reverrez ce setup d'ici quelques mois avec des invités très chouettes qu'on a déjà prévus, mais on ne va pas vous dire parce qu'on est les rois du teasing. Mais ça va être vachement bien. Ça va être gros. Ça va être incroyable. Bon, ça n'est pas Joël Dicker. Non, pas si gros, mais mais ça va être sympa. Je me réjouis. Comme disent les Anglais, je regarde en avant pour y être. J'aime bien cette introduction de l'épisode parce que devinez de quoi on parle. Essayez de deviner le thème, la thématique du jour. Ça va être la procrastination. Et c'est formé comment on envisage de lutter contre ce, j'allais dire fléau, mais c'est un peu gros, mais ces choses qui peuvent nous empêcher d'avancer les projets et les raisons de leur existence, etc. Donc, moi j'avais intitulé cet épisode Vaincre la résistance parce que j'ai lu un livre de Steven Pressfield qui s'appelle La Résistance, qui décrit, alors c'est comme ça que lui il appelle la procrastination, donc c'est ce qui m'a donné l'idée de l'épisode et on en reparlera un petit peu. Mais pour introduire les choses, est-ce que ça t'arrive ? Est-ce qu'il y a des à part pour lancer les épisodes de Dieu des Plumes ? Oui, parce que là on a fait une illustration parfaite dont tu nous feras peut-être un bêtisier. Qui sait, ça mériterait. Il faut savoir que ça fait 35 minutes qu'on est prêt. Oui, mais il y a quand même on n'a pas nos repères. Donc et qu'on a trouvé quand même peut-être quand même cette raison-là. Mais on a trouvé toutes les bonnes raisons pour pas commencer l'épisode, donc voilà, y compris remplissage de stylo plume. Et ça, on a fait une vidéo quand même, donc là, on la mettra, je pense, sur les réseaux et sur notre site. Elle est collector. Mais pour revenir à notre sujet, est-ce que parfois tu as des difficultés à te lancer dans ton écriture ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de bloquer, pas. Je veux pas qu'on parle du blocage de l'écrivain, mais plus de j'arrive pas à m'y remettre. En fait, la procrastination, le fait de remettre à plus tard, c'est plutôt une force qui va t'empêcher de terminer un projet. En général, on est à coin quand on veut commencer un truc. On commence et puis ça se délite un petit peu, on perd un peu de motivation. Et là, on trouve des bonnes raisons pour pas continuer le projet. Et c'est là-dedans moi, que je voudrais explorer. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple ? Alors, c'est drôle parce qu'en off, tu m'as plus ou moins dit de toute façon, toi, t'as pas le problème. Donc, mais je pensais au blocage de l'écrivain. Oui, alors c'est vrai que le blocage de l'écrivain, j'ai pas trop le problème. Si je me dis je vais écrire, je reste pas devant ma page blanche en général. En revanche, la procrastination, oui, clairement, comme je dirais comme tout le monde. En revanche, je l'ai apprivoisée avec le temps et c'est peut-être la différence. Alors moi, on va, je pense, aborder diverses questions dans cet épisode, dont la question de la professionnalisation. Et je pense que le fait d'avoir maintenant l'écriture pour moi est une activité professionnelle, ça aide énormément à lutter contre la procrastination parce que ça fait partie de mon quotidien et j'ai des moments qui sont de toute façon prévus pour ça. Souvent, je pense que... Alors, je ne sais pas si je spoil la conclusion du truc, mais on fait une discussion ouverte, c'est le principe de Duo de Plume. C'est vrai, c'est ce principe-là, Duo de Plume. Merci pour ce rappel. Et oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, vas-y. Ça va être compliqué, mon Dieu. Je suis absolument désolée. Voilà. Tu parlais de professionnalisation comme un moyen de lutter contre la procrastination. Ou comme, voilà. Et donc, tu t'es réservé des moments d'écriture répartis dans la journée.
Oui, c'est ça. Je pense que quand on débute, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière cette procrastination, parce qu'il y a des personnes qui procrastinent pour tout. Oui. Et certains écrivains... Tout le monde procrastine pour tout. Il faudrait peut-être commencer par définir ce que c'est. C'est vrai. Alors, commençons par ce que c'est. Alors, la procrastination, c'est le fait de... c'est une conduite d'évitement, pour moi. Le fait d'éviter d'effectuer une tâche prévue pour X raisons, parce que je ne crois pas que dans la définition, il y ait nécessairement la raison, et je pense qu'en l'occurrence, il y en a plutôt beaucoup, des raisons. Oui, puisque par définition... on trouve n'importe quelle raison pour pas faire la tâche. Voilà, et on va faire d'autres tâches qui ne sont pas nécessairement urgentes, qui ne s'imposent pas, qu'on va des fois se créer pour le but avoué étant de ne pas faire la tâche principale. Le but inavoué. Ou avoué, du coup, quand on avoue ça, mais t'as raison, inavoué. Donc Steven Pressfield, qui est cet auteur qui a écrit tout un bouquin là-dessus, que je recommande, il a écrit aussi de La guerre de l'art. The War of Art, c'est ça, la guerre de l'art. Alors c'est ça, oui. Parce que Sun Tzu a écrit l'art de la guerre, donc il a fait un jeu de mots. Oui, d'accord. Et la guerre de l'art, ça définit ça, c'est-à-dire le plus gros... Alors, dans toutes les activités créatives, selon lui, la plus grosse force de résistance, c'est justement quelque chose qu'il appelle la résistance avec un R majuscule. Et lui, il donne une définition qui est assez... entre le mystique et l'englobaliser tout et le précis. Il dit que la résistance est une force invisible, universelle et implacable qui s'oppose à toute activité créatrice ou évolution personnelle. C'est l'ennemi intérieur, ça c'est à mon avis important, qui se manifeste sous forme de procrastination, d'auto-sabotage, de peur et de doute de soi. Donc il intègre d'autres choses. Tu vas aussi avoir l'autocensure, t'empêcher d'aller, je sais pas, pour prendre des exemples proches de nous, t'empêcher d'aller faire un salon parce que tu vas trouver une raison alors que ça pourrait t'apporter plein de trucs, ou l'inverse. T'empêcher typiquement de terminer un roman et de le proposer à la publication, c'est de l'auto-sabotage, de l'autocensure. Donc il met ça aussi dedans. D'accord, ce qui fait une définition très très large, mais le côté force invisible qui s'oppose à ce que tu veux faire, à ton activité créatrice ou l'évolution personnelle, elle m'intéresse beaucoup. Et puis le fait que c'est un ennemi intérieur, ça vient de soi-même. On se trouve soi-même des raisons de ne pas faire la chose, de ne pas faire la tâche et de remettre à plus tard le truc. Mais si on résume en une phrase, tout le monde sait ce que c'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire tout de suite. Exactement. Quelle que soit la tâche. Donc ça s'applique de manière large dans toute notre vie finalement. Et nous, on veut essayer de débroussailler le terrain dans l'activité créatrice, plus précisément dans l'écriture. Oui, et puis d'être à la fois sur quelles sont les causes, parce que je pense qu'il peut y avoir plusieurs causes qui se rejoignent certainement toutes autour, je dirais, de la peur. Il y a des peurs qu'il faut, je pense, identifier, dont il faut prendre conscience. C'est peut-être pour ça que je disais tout à l'heure la nuance entre avoué et inavoué, parce que si tu en prends conscience que ces raisons d'évitement sont avouées, tu as déjà avancé par rapport oh, punaise, j'y arrive pas. Par rapport à ton opposition problème, à une procrastination dont tu ne te rendrais même pas compte. Mais c'est le principe de base aussi de la procrastination. C'est comme c'est intérieur, puis quelque part, c'est pas que tu t'en rends pas compte, mais tu te masques la vérité sur ce qui est en train de se passer. Oui. À partir du moment où on met les mots sur le problème et puis qu'on identifie clairement, là mon gars, t'es en train de procrastiner ou c'est la résistance qui t'empêche de travailler, bah effectivement, c'est ce que t'appelles l'aveu du problème, et du coup, tu reconnais le problème et tu peux commencer à lutter contre. Oui, voilà, parce que ce sera aussi de proposer des pistes, nos pistes pour s'en sortir, et puis pour nos auditeurs éventuellement concernés, comment est-ce qu'on peut contourner le problème pour de manière pratique finir son roman, ou tout autre objectif.
d'après Pressfield, et je suis d'accord avec ça, tout le monde est concerné. Mais je pense avec des degrés divers. Oui, et puis dans le sens où certains ont trouvé une solution pour contourner ou éliminer le problème, ou le remettre à plus tard, ce qui est assez vicieux, mais ça marche. Et puis d'autres, la plupart des gens qui se lancent dans une activité comme ça, créative, sont concernés. Avant que tu trouves cette façon de faire, le côté professionnalisation, etc., ça prenait quelle forme pour toi, cette résistance, tout simplement de ne pas écrire, je dirais, de manière très simple, de se dire, je dois avancer. En fait, je crois qu'à partir du moment où tu te mets des objectifs qui sont des objectifs complètement flous, parce que tu as commencé un roman, et puis c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, tu es tout feu tout flamme et tout enthousiaste parce que les premières scènes, elles viennent toute seule, et puis après tu commences à avoir un petit peu plus de difficulté à écrire parce que écrire un roman c'est pas si simple que ça, surtout quand tu débutes, t'as pas forcément tous les outils techniques à ta portée, et donc ça devient plus seulement du pur plaisir, et tu as une part de toi qui s'est quand même mis cet objectif d'écrire ton roman et donc de le terminer, et puis l'autre part de toi qui se dit faudrait que j'écrive ce chapitre, faudrait que je m'y mette, et puis c'est comme toute activité qui n'est pas obligatoire, surtout si... C'est pour ça qu'il y a cette notion de professionnalisation peut-être, parce que quand l'écriture est une occupation d'amateur, rien ne t'oblige, à part toi-même. Mais donc tu peux décider que pourquoi tu t'imposerais ça, en fait, à partir du moment où il y a de la souffrance, enfin, de la souffrance, c'est un terme un petit peu dur, mais une activité de hobby, c'est quand même censé être une activité fun, un petit peu, quoi. À partir du moment où tu galères, t'as peut-être moins envie d'y aller. C'est pour ça qu'on abandonne quand on s'inscrit à une salle de sport assez rapidement. C'est le même phénomène. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas. Mais ne digressons pas, c'est déjà compliqué. Je ne sais pas si c'est le même phénomène, ou comme les régimes, ou par exemple. Ce genre d'activité, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais alors, pousse un peu plus loin, parce que cette idée de la professionnalisation, il se cache quoi derrière ces mots pour toi? Parce que y a une définition claire de la professionnalisation, c'est normalement gagner des revenus avec l'activité en question. Or, c'est pas forcément le but d'écrire un roman. Donc, qu'est-ce que tu entends par professionnalisation, pour que ça soit bien clair? Alors, oui, non, c'est pas une question c'est pas sur un plan financier pour moi. C'est plus sur un plan, en revanche, t'as déjà publié des romans, t'as déjà un lectorat, et donc t'as des gens qui t'attendent. Alors peut-être que t'en as 3 et que t'as 3 personnes qui ont lu ton roman, dont ton conjoint, ta mère et ton meilleur ami, et que c'est pas un enjeu si grave. Mais il y a une attente extérieure qui va faire... Et c'est pour ça, je vais peut-être à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, que c'est un problème purement interne, quoi. Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a aussi... fait de savoir que tu dois sortir un roman... Enfin, non ? Non, j'allais contre pour la discussion, pour le bien de la discussion, et avec un petit côté acide pour le fun. Vas-y. Mais en gros, personne l'attend, ton roman, ton prochain. Tu vois ? Tu peux très bien te dire, vu que je rebondis sur le côté interne, c'est-à-dire, il y a une part de toi qui va se dire, mais finalement, si je l'écris pas, le mur de Berlin va pas tomber, il va rien se passer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te pousse là à le pousser ? Donc, je suis pas tant convaincu par cette définition des attentes des autres. Je pense que c'est vraiment un problème personnel. Tu m'as demandé la nuance professionnelle. Oui. Professionnelle, pour moi, c'est
quand même ça, on n'est pas d'accord, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Professionnel dans le sens où t'écris plus seulement pour toi avec tes machins dans le tiroir. Donc tu t'es mis des échéances. Alors peut-être que ces échéances, on est bien d'accord qu'elles sont pas si graves que ça et que le mur de Berlin est déjà tombé, Cyril. J'avais pas d'autres exemples. Mais hormis ça, peut-être que elles sont pas surdimensionnées, mais elles existent. Et puis après, tout dépend à quel point tu décides que tu as cette conscience professionnelle qui fait mais ça, c'est déjà beaucoup mieux. Parce que ce qui me gêne dans l'approche que tu proposais, c'est que finalement, si c'est ton premier roman et que donc t'as pas de lecteur encore et que t'as pas d'attente, t'es baisé. Parce que forcément, tu peux pas avoir ce côté professionnel. Mais je suis d'accord, mais si t'as pas... Alors, ça sera l'objet d'un autre épisode. À partir de quand j'ai d'ailleurs lu une newsletter à ce sujet sur Substack de Amélie Boulet, je crois, qui est une auteure suisse, qui faisait un sujet assez intéressant, même tout à fait intéressant, sur à partir de quand tu te définis comme auteur. Et on pourrait rajouter à partir de quand tu te définis comme auteur et comme auteur justement professionnel. Est-ce que c'est quand tu as déjà publié un roman ? Est-ce que c'est quand tu as ouvert ton stylo et commencé à écrire ton premier chapitre, etc. Et moi, il me semble qu'il y a quand même une sorte d'étape assez importante. Alors, honnêtement, j'ai jamais réfléchi, je réfléchis en parlant comme souvent, mais il me semble qu'il y a quand même une étape assez fondamentale sur la professionnalisation quand tu as publié ton premier roman, où là, tout à coup, tu as des gens en dehors de toi, même si c'est pas beaucoup, qui vont l'attendre quand même. Et ça peut être... Alors, d'accord, mais si on revient sur notre angle d'attaque, qui est de dire, on essaie de trouver... Enfin, ta façon de lutter contre la résistance / procrastination, c'est la professionnalisation. Comment tu t'en sors si c'est ton premier roman et que donc t'as pas atteint ce niveau de professionnalisation. Et c'est pour ça que je proposais enfin, pas que moi d'ailleurs, Pressfield aussi, une définition un peu plus large et plus intérieure de la professionnalisation, qui serait d'avoir une éthique de travail, une éthique professionnelle. Et là, tu rendais compte qu'à toi-même, finalement. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est intérieur. Et ça te fait shifter c'est professionnalisation dans le sens où tu as des comptes à rendre à quelqu'un et quelqu'un, c'est toi. Oui, tout à fait. Et ça, du coup, tu peux l'avoir n'importe quand. Et ça, avant d'avoir publié, par exemple. Ce qui inclut plus de monde. Oui. Alors, je suis complètement d'accord. Je pense que l'origine de la discussion était... Parce que tu es parti sur professionnalisation. Oui, voilà, on a dévié un petit peu. À partir de quand je peux me considérer comme un auteur ? Et c'est vrai que c'est non, mais là, on est sur autre chose. Mais sur autre chose. Et par exemple, on n'a pas la même définition. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Qu'il soit publié ou pas. Ça m'a permis, moi, de me donner le droit d'aller plus loin, de finir des romans et puis de finir par publier. Alors que avant, tu peux très bien te dire, mais de quel droit je fais ça ? Je suis pas écrivain après tout. Mais si tu commences pas, tu n'es pas écrivain. Totalement. Donc ça m'a aidé. Mais c'est clair que c'est une question qui est compliquée. Bah oui, c'est ça. Donc tu étais un peu parti là-dessus. Et ça exclut des gens qu'on pourrait aider à vaincre la résistance. J'étais pas en train, en l'occurrence, de tellement donner des solutions. Là, j'étais en train de dire pour moi la différence. Donc, par rapport au fait que pour moi, ça a été plus facile après. Je t'ai branché là-dessus parce qu'il y a eu une époque où, apparemment, de ce que j'ai compris, tu étais victime de ça, de pas terminer les choses. Je pense plus au début qu'ensuite. Ça va mieux et une composante du ça va mieux, c'est ce côté professionnalisation de tes méthodes de travail. Notamment, oui. Pour produire ces livres et pour ton activité créatrice. Oui, et puis parce qu'on rejoint ce que je crois on disait tout à l'heure, que j'ai moins peur. Je me fais plus confiance. Donc là aussi, on aborde peut-être d'autres questions. La résistance a moins d'arguments pour te dire de ne pas le faire, quoi. Pour moi... Parce que c'est un des arguments précis, c'est de dire, je ne suis pas légitime, donc syndrome de l'imposteur. J'ai peur de ce qu'on va dire de mon texte, dire de moi. Autant de raisons qui font que je ne vais pas aller au bout de mon texte.
Oui, toutes ces peurs qui associées à ça, saisissent, voilà, la peur de la réussite aussi, paradoxalement. Ça existe aussi. Qui peut exister. Tu as la peur tu relis ton premier chapitre et puis c'est de la M. Donc, du coup, j'écris mal et du coup, je vais pas le faire et ça sert à rien que j'aille au bout. Alors que quand tu t'es, pour reprendre tes termes un peu professionnalisé, tu sais que pour corriger un texte, il faut déjà qu'il existe. Et que écrire un texte abouti, ce n'est qu'une suite de corrections du premier jet, finalement, pour l'améliorer. Et donc, personne ne le lit, ton premier truc tout pourri. Donc, il faut comprendre ça. Donc, il y a ce genre d'idée. Oui, puis qui va avec cette espèce de perfectionnisme qu'on a notamment quand on débute, où on veut absolument que le premier jet, c'est une chose, mais on n'arrive jamais, effectivement, à dépasser le chapitre 3 parce qu'on réécrit 8000 fois le chapitre 1 pour peaufiner, pour changer un petit peu la phrase, et chaque séance de travail. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de mal aussi à cause de ça, parce que chaque séance de travail, je relisais ce que j'avais écrit, je retravaillais ce que j'avais écrit et j'avançais pas. Mais je pense qu'avec le recul et en ayant un petit peu plus analysé le phénomène, c'était clairement parce que c'était plus facile de relire et de recorriger que de plonger dans l'inconnu, de continuer. Donc après, je pense que de toute façon, naturellement, on va vers la facilité et vers le confort et ce qu'on connaît et ce en quoi on a des repères. Donc forcément, de partir à l'aventure, de continuer d'écrire d'autres choses, etc., c'est difficile. Et paradoxalement, je pense que même si tu sais ce que tu vas écrire, dans l'exemple précis d'un roman, quand tu arrives à des passages clés, y a deux possibilités, c'est-à-dire que ça peut être une scène que tu as très 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 envie d'écrire, qui va être chouette, que tu as bien en tête, mais peut-être que tu vas, comme tu disais, t'auto-saboter en te disant mais j'ai peur de ne pas y arriver, ou je commence à l'écrire et puis ça n'est pas le reflet de ce que j'ai, de l'espèce d'idéal que j'ai dans ma tête, ou au contraire, une scène difficile à écrire pour X raisons. Ça peut être parce que tu es dans une scène, ces espèces de scènes un peu incontournables qu'on aime souvent moins faire parce que c'est pas des scènes d'action, enfin surtout nous qui écrivons pas mal du genre, c'est pas des scènes d'action, c'est pas des scènes clés, mais c'est des scènes explicatives ou des scènes où les choses retombent un petit peu, des scènes de transition, description, nécessaire, etc. Mais pas fun, quoi. Voilà, nécessaire mais pas fun. Et puis alors en plus quand on est comme moi, alors je sais que toi t'arrives à passer à la scène suivante et la scène qui te donne envie, ça peut être une super solution, je pense, à la procrastination, de dire ok, t'as pas envie d'écrire celle-là, écris la suivante et puis après t'y reviendras. Moi j'ai un côté un petit peu plus, pour ça je pense un peu plus obsessionnel, moi j'ai besoin de les écrire dans l'ordre, mais le pensum de la scène un peu chiante, pour dire les choses comme elles sont, et qui me fait pas envie, je vais pas me précipiter pour l'écrire parce que je sais que je vais pas prendre beaucoup de plaisir. Et pourtant, c'est nécessaire. Du coup, tu bloques. Enfin, c'est une des raisons qui te fait que tu bloques. C'est une des raisons de la résistance avec un cambrière. T'as moins envie d'y aller. Moins envie d'y aller. En tant que lectrice, c'est la même chose. Si je lis un bouquin c'est pour ça que maintenant je m'autorise à arrêter, quoi, parce que un bouquin où t'es pas pris par l'histoire et où tu le lis un peu par devoir et en te disant ouais, ça va peut-être s'améliorer, mais pour l'instant je croche pas à fond. Tu vas y aller à reculons. Hein, tu vas plutôt mettre Netflix, quoi. Et du coup, c'est en plus donc. T'as encore ce bouquin, tu culpabilises parce qu'il faut quand même que tu le lises parce que tu t'es mis cet objectif. Bon, qui te demande personne, mais voilà. Et tu vas mettre encore plus longtemps à cause de la procrastination. Bon, je trouve qu'en plus, c'est pénible parce que ça te met des culpabilités, parce que mais c'est horrible la procrastination. Ne procrastinez pas. Voilà. C'est facile à dire. Oui, mais bien sûr. Donc cette résistance, cette procrastination, elle est... Alors il y a une idée importante et intéressante aussi qu'il développe dans son livre, il dit qu'elle est proportionnelle. Plus le projet est important,
plus tu as des chances de procrastiner. Important pour ton développement personnel ou ta carrière, etc. Donc, plus tu sens qu'il y a de l'enjeu, plus tu vas trouver des raisons de ne pas avancer ou pas avancer comme il faut. Et c'est d'ailleurs tu peux en faire un outil qui te sert. C'est-à-dire que si ça te tord le ventre, le projet, puis que tu as peur d'y aller, c'est qu'il faut le faire. C'est que c'est vraiment... En tout cas, moi, je m'en sers comme ça. Oui. C'est qu'il faut creuser, c'est qu'il y a une idée intéressante et que ça peut être intéressant. Ce qui fait 3 fois intéressant. C'est intéressant, Cyril. Lui, Pressfield, il dit qu'elle est toujours interne. Puis t'as pas l'air forcément d'accord. C'est-à-dire que l'origine du problème, finalement, c'est toi qui décides de pas faire, ou qui trouve une raison ou une autre pour pas faire. C'est jamais quelqu'un d'autre qui va t'empêcher d'avancer ton roman, par exemple. Non, c'est toujours interne. Après, je dis pas le contraire. Parce que les solutions que je peux inventer, où je faisais allusion à mon innombrable public en attente devant mes fenêtres que j'écrive le prochain, c'est d'une part plus des solutions et en même temps je prends mes désirs pour des réalités. Donc là encore c'est aussi interne et je pense pour les autres et je me crée des solutions en me disant il y a une attente, etc. qu'il n'y a peut-être pas du tout. Mais non, je suis d'accord, c'est nous qui nous mettons... c'est ça, on trouve des raisons externes. Repoussons les priorités. Mais l'origine du problème est en nous. Bien sûr. Ce qui est une bonne nouvelle parce que la solution est aussi en nous du coup. Oui. Donc c'est intéressant. Et puis, elle est récurrente, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. T'as beau avoir 30 ans de carrière, ça existe encore au bout de 30 ans. T'as par contre trouvé des outils pour m'adouer, l'adoucir, pour qu'elle soit moins présente. Mais si tu te laisses aller, elle revient au grand galop, la résistance, la procrastination. Oui, parce que... Non, j'hésite pas, ça m'appelle plein de trucs, donc, mais j'attends pour pas partir dans tous les sens. J'essaye de lutter contre ma digression naturelle. C'est un peu notre marque de fabrique. Oui, bon, enfin, à ce point-là, non, vas-y, développe. Non, mais j'attendais un contre-argument, auquel cas je t'aurais sorti un roman que t'as mis dans un tiroir récemment, par exemple. Attends, vas-y, recommence tout. Bon, alors voilà, je pense qu'on va le jeter à la poubelle, cet épisode. Non. Ou faire un gros montage. Non, il faut comprendre un truc avec cette problématique, c'est que t'as beau avoir de l'expérience, ça ne la diminue pas. La procrastination, la résistance comme je l'appelle, elle est toujours présente, elle est toujours là, plus ou moins fort. Mais c'est pas parce que tu as trouvé des outils qu'ils vont marcher systématiquement. C'est un peu projet dépendant, c'est un peu moment dépendant, et donc tu vas toujours y faire face, même si tu as 30 ans de carrière. Oui. Et l'exemple que je voulais t'amener, c'est que tu commences à avoir un peu de boutique aussi, tu as des dizaines de romans à ton actif. On pourrait se dire, c'est bon, tu as compris comment il fallait faire pour aller au bout des choses. Malgré ça, il y a quand même quelques projets que tu vas mettre de côté. Il y en a un en ce moment, il me semble que tu as mis de côté pour t'attaquer à un autre projet. En l'occurrence, non, je me suis remis dessus. Mais pendant un temps, tu l'as remis de côté, tu vois. Mais tout à fait. Ce qui est une forme de procrastination. Et j'en suis coupable aussi. J'en ai 3 dans le tiroir qui ne sont pas achevés. Parce que il y a un côté ADHD aussi, un côté... où tu vas poursuivre le projet qui t'excite le plus, sûr. Et du coup tu vas te lancer vers autre chose, ce qui est une autre forme de procrastination. C'est à la fois une autre forme de procrastination, mais aussi un début de solution, je pense, parce que justement le fait d'avoir plusieurs projets en parallèle, alors gestion un peu compliquée de plusieurs projets, je ne sais pas si c'est un conseil à donner à des écrivains, des jeunes écrivains. Disons qu'il y a des règles. Vas-y, c'est quoi les règles ? Non mais... On va fonctionner par l'exemple parce qu'on a aucune solution toute cuite, toute faite. Évidemment qu'il faut adapter les choses à votre vie, à votre façon de voir les choses. Moi, par exemple, le fait de courir plusieurs projets en même temps, ça me permet quand je me lasse d'un projet, d'aller voir l'autre et de continuer à avancer sur l'autre. Et puis d'en avoir 2, maximum 3. Il ne faut pas en avoir 10 parce que ça avance pas assez vite. Et tu te lasses sur les 10. Mais 2 ou 3 projets, mais ça dépend quoi. Il y a des petits et des gros projets, mais par exemple, je pense pas que tu écrirais 10 romans en même temps. Bon. Et du coup,
Non, sauter d'un projet à l'autre, ça permet d'éviter ce problème-là de lassitude, etc. L'inconvénient, en tout cas pour moi, il faut que ça soit 2 projets suffisamment différents. Si c'est par exemple 2 thrillers en même temps, j'ai du mal. Mais par contre, sauter d'un genre à l'autre, et je peux très bien écrire de la SF d'un côté, et puis quand j'en ai marre de switcher et passer sur du thriller et vice versa. Donc ça m'aide, mais c'est que moi, encore une fois, et ça pourrait être d'autres choses. Tu pourrais être complètement différent, c'est-à-dire un projet d'écriture, et puis quand t'en as un peu marre, ou que tu sens que ça résiste, passer brièvement sur un autre projet complètement différent, créatif ou pas. Et puis revenir dès que tu t'es un peu libéré la tête. Ce que d'autres auteurs font en allant marcher, par exemple. Le fait de marcher, ça débloque souvent des problématiques internes. Donc, tu t'es assis à ta table, tu commences à écrire, et t'as le curseur qui bouge plus depuis 10 minutes, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Tu lâches le morceau, tu fais une marche de 20 minutes, et quand tu reviens, ça repart. En tout cas, ça marche pour moi. Ça marche pour beaucoup de monde. Oui, alors, ce qui est une autre solution, je dirais, parce que pour rebondir sur les projets, je pense qu'effectivement, ça peut être... moi aussi, je le fais, même avec pas mal de projets en même temps, assez souvent, mais au début, je le faisais pas. Et au début, je restais focus sur un projet. Aussi parce que j'aime pas abandonner les choses. Donc, mais après, des fois, il faut... Quand tu vois que ça joue pas, il vaut mieux essayer quand même de se dire ok, bon, je le laisse de côté. Et puis quelquefois, ça peut être aussi un autre signe, je dirais, que peut-être si ça marche pas et si tu as tellement de mal à t'y remettre, c'est peut-être aussi que t'es pas dans le juste au niveau de l'écriture. C'est peut-être qu'au fond de toi, tu sais que ce roman que tu es en train d'écrire, il est peut-être pas bon pour tes critères, il correspond peut-être pas exactement à ce que tu veux faire profondément. Il peut y avoir aussi pourquoi pas une espèce... Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, quoi, d'écrire et puis d'avoir énormément de mal à m'y mettre. Encore une fois, j'ai des critères de comparaison parce que je sais à peu près comment ça se passe, parce que, en effet, j'en ai écrit plusieurs. Donc, quand je vois que pour écrire un texte en particulier, j'ai énormément de mal et à m'y mettre, et à écrire, et à sortir quelque chose, etc. Ça peut être, alors soit ça peut être que c'est très exigeant et ça me touche personnellement, et on touche encore à d'autres problèmes ou d'autres sujets qui sont les textes intimes peut-être, où tu mets davantage de toi, ou au contraire c'est un texte où t'es pas... Enfin, moi, je sais, pour dire les choses de manière claire, j'ai écrit un texte qui était plutôt sur du noir et plutôt sur une orientation polar, où j'ai écrit quand même pas mal. J'avais fait toute une trame, j'ai écrit, je sais pas, peut-être une centaine de pages. Et puis, j'avais pas vraiment l'élan, et j'avais beaucoup de mal, et je procrastinais pas mal sur ce texte. Et donc, j'avais en effet démarré d'autres choses en parallèle. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas ? Et j'arrive pas parce que il me convient pas, en fait. Il me convient pas dans le genre, dans la structure, dans ce que j'ai mis en place, l'intrigue. Et j'aime pas l'écrire, et j'aime pas l'écrire, c'est excessif, parce que j'aime bien écrire, mais je me trouve pas au niveau de ce que je peux faire normalement, et je pense que c'est un problème avec l'histoire, avec le genre, avec... voilà, donc je me suis autorisée, et ça peut être une pseudo-solution, mais je me suis autorisée à me dire, ok, j'arrête et je m'acharne pas dessus, parce que si j'y arrive à ce point pas, c'est pas seulement une question de procrastination simple, c'est qu'il y a un problème avec ce texte. Donc il faut que je le laisse poser, que je le mette de côté complètement et que je m'en occupe plus, et puis que dans quelques mois, voire peut-être plus, j'en sais rien, je revienne dessus, et à ce moment-là, j'aurai peut-être plus les clés pour comprendre comment l'aborder, parce que par ailleurs, j'ai pas envie quand même de le laisser de côté, parce qu'il y a des bonnes choses dans cette histoire, mais je pense qu'il faut que je reprenne complètement la structure, et certainement, il est trop polar. Moi, j'écris
pas vraiment du polar pur et il faut que j'en fasse probablement quelque chose qui est plus de l'ordre du thriller psychologique où je suis beaucoup plus à l'aise. Et la procrastination, en cela, elle m'a presque rendu service à partir du moment où j'ai analysé ses raisons. Oui, donc il faut faire attention à ne pas confondre ce que tu dis, la procrastination simple, avec une problématique plus sur le roman, le projet que tu es en train de développer. Oui. Et ce qui t'a fait comprendre, c'est la fréquence à laquelle tu procrastinais sur le truc. C'est ça, et parce que j'ai des éléments de comparaison. Donc effectivement, quand c'est ton premier roman, c'est un petit peu plus difficile, et c'est beaucoup plus difficile de manière générale, je pense, quand tu débutes, de te rendre compte que tu te fourvoies. Que ce soit dans ton intrigue, dans quoi que ce soit, parce que tu n'as pas d'éléments de comparaison. Quand on a, tu peux te dire non mais je galère comme pas possible sur celui-là, c'est qu'il y a autre chose, quoi. Parce que l'envie d'écrire, elle est là. Mais je m'y mets et en 2 heures j'écris une demi-page, c'est qu'il y a un truc autre. Mais ça c'est pour moi, hein. Je sais pas si ça fonctionne. Non, mais c'est un truc à garder en tête, c'est-à-dire de se poser la question quand même de pourquoi. Mais tu as déjà fait une toute petite, tu as lancé le travail puisque tu te poses la question de pourquoi. Oui. Alors que si tu te laisses faire par la résistance à la procrastination, t'en es même pas là. Tu trouves une raison de pas le faire, et puis ça, tu remets au lendemain, donc et tu n'avances plus du tout. Mais quand ça se cumule, effectivement. Donc faire attention à ça, d'accord. Bon catch, bonne prise. Peut-être on peut parler des outils ou des façons de lutter contre. Alors, on en a déjà évoqué quelques-unes. Donc, l'éthique de travail professionnel. Ouais, ça veut dire quoi, ça, pour toi ? Si j'ai bien compris, tu t'assois à ta table tous les jours ? Enfin, tu as des heures réservées. Alors, c'est pas forcément le côté très régulier, mais tu te bloques des moments dans ta journée pour écrire, quoi. Oui. Alors clairement, je me fais pas un planning. J'ai regardé l'autre jour, j'ai discuté justement avec Mark Woltenhauer, petit indice, et j'ai vu son agenda. Et sur son agenda, il y a écrit sur l'agenda, voilà, séance d'écriture, etc. Alors moi, qui suis toujours agenda papier, je fais pas ça. Je fais pas ça tant à l'avance parce que j'ai l'impression que lui, il est auteur à temps plein. Enfin, voilà, on est dans des dynamiques différentes. Et j'ai trouvé très bien, en fait. Je me suis dit, mais vraiment, on sait que de telle heure à telle heure, tel jour, j'écris. Après, moi, je veux pas non plus trop me compliquer la vie parce que je sais qu'il y a certaines semaines qui vont être compliquées parce qu'on a une vie à côté et puis qu'il y a plein d'impératifs qui peuvent quand même prendre le dessus sur l'écriture. Mais on va dire d'une semaine sur l'autre, quand même, j'essaye d'avoir un visuel sur ma semaine. En début de semaine, je me dis, ok, tel jour, j'ai du temps, tel jour, le matin, je vais écrire, etc. Et ça aide quand même beaucoup à s'y mettre. Tu prends rendez-vous avec toi-même, en fait. Donc, tu te fais de la planification, mais souple ? Oui, moi, je la fais souple. Mais après, je pense que ça dépend de l'habitude de chacun. Oui, alors les habitudes, tu peux les créer, particulièrement les bonnes. Les mauvaises, elles viennent toutes seules. Mais donc, si c'est quelque chose qui peut t'aider, et que la rigueur de mettre de 18h à 19h30 tel jour t'aide, il faut le faire. C'est simplement ça. Il faut comprendre un peu comment toi, tu fonctionnes. Donc, ce qui n'est pas ton cas, tu as un truc un peu plus souple. Moi, ça ne me fonctionnerait pas. Par exemple, si je dis jeudi matin, je vais écrire... c'est trop flou et j'ai pas le rendez-vous avec moi-même. Je suis obligé de me mettre comme Mark Woltenhauer dans mon agenda, séance d'écriture de telle heure à telle heure. C'est un rendez-vous comme j'aurais dentiste. Enfin non, c'est plus agréable que le dentiste honnêtement, mais quand même. Mais tu vois le concept. Et du coup, il y a un côté pour le coup professionnel, rendez-vous avec soi-même, avec se rendre des comptes. Oui. Donc c'est une possibilité. Okay. En tout cas, il faut pas considérer l'écriture comme l'activité du queue de peloton qu'on fera quand on aura fait tout le reste.
Je pense que... Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Voilà. Si l'écriture est importante pour toi, il faut la faire remonter dans le classement des choses importantes. C'est pas parce que, peut-être surtout au début, comme la majorité des écrivains, c'est pas ton revenu principal qu'il faut pas le faire remonter dans le classement, comme je dis. Si c'est important pour toi, c'est important, point. Il faut que ça devienne prioritaire. Si ta priorité c'est d'écrire, eh bien tu dois le considérer comme ça. Donc que ça soit pas en queue de peloton, comme tu dis, c'est important. Il faut clarifier ça dans ta tête, en fait. Clarifier ça et peut-être informer l'entourage pour quand tu vis pas seul. Deuxième piste intéressante. Voilà, quand tu vis seul, tu fais bien ce que tu veux. Moi, j'ai créé tu sais, les trucs qu'on a à l'hôtel que tu mets sur la porte, ne pas déranger. Do not disturb. Je me suis fait ça. J'ai fait un modèle que j'ai plastifié et c'est marqué juste écriture en cours, ne pas déranger. Et ils savent, c'est un signal. Ouais. Personne ne frappe à la porte ou quoi que ce soit pendant que je bloque ce moment-là. Excellent. Mais parce que sinon, tes proches, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important pour toi. Et puis, alors surtout pour moi, si tu frappes à la porte, ça suffit pour me sortir et je remets 20 minutes avant de re-rentrer dans le niveau d'écriture que j'avais, dans la concentration que j'avais. Chaque fois que tu as une distraction comme ça, tu mets un certain temps à revenir. Alors, donc il y a ça, mais même sans aller nécessairement jusque-là, c'est... Comment dire, que tes proches comprennent que l'écriture est un truc important. Parce que le fait de t'isoler, de dire, là, j'y suis pour personne, etc., si tu en as besoin, bien évidemment, il faut le faire. Si tu as la chance d'avoir un bureau et de pouvoir t'isoler, il faut le faire, c'est évident. Mais c'est aussi que ça soit, je dirais, respecté par ton entourage en tant qu'une activité qui compte. Et pas juste, c'est un petit hobby, mais franchement, viens plutôt jouer dehors, ou viens plutôt regarder un film, ou viens plutôt faire quelque chose. Enfin, ces petites phrases de l'entourage qui sont des fois un peu difficiles à la fois pour la motivation, et puis c'est presque un peu blessant quand tu débutes, quoi, d'avoir l'impression que tout le monde ne considère pas ton activité d'écrivain, et que c'est... Là aussi, on touche à un truc qui est plus large que la résistance, mais ça en fait partie, tu as raison. Mais parce que du coup, c'est quand même une résistance, et là, pour le coup, elle vient de toi, mais elle est un peu générée par l'extérieur, où tu vas pas te mettre en position... Tu vas dire, ok, j'ai 1 heure devant moi... Mais si je me mets à écrire alors que le gamin il va rentrer de l'école et qu'il va vouloir aller jouer au foot, etc. Et qui suis-je pour écrire alors que mon enfant veut aller jouer au foot, tandis que si tu as verbalisé le fait... Alors ça ne veut pas dire ne pas jouer au foot avec ton gamin, mais ça veut dire que tu as verbalisé le fait, y compris à l'enfant, y compris à ton conjoint, que oui, on ira jouer au foot, mais d'abord tu vas écrire. Parce que c'est important aussi. Tu vois la nuance un petit peu, et je pense que ça, c'est souvent quelque chose qui peut être difficile, et j'ai eu des discussions un petit peu à ce propos avec des auteurs un petit peu en début de carrière, et qui expriment ça surtout notamment avec même le conjoint. Enfin, je pense notamment à un auteur de mes amis dont le conjoint est pas du tout dans ce milieu-là, et limite il ose pas dire, enfin c'est pas qu'il se cache pour écrire, on va pas exagérer, mais c'est un peu dans cet esprit-là, parce que il s'auto... c'est de l'autocensure. Complètement. C'est une forme de résistance. Ouais, c'est ça, et là, pour le coup, alors il y a d'autres choses qui viennent se mettre en ligne de compte, mais je pense qu'il ne lui a jamais vraiment dit à quel point c'était important pour lui. Donc je crois que c'est un point clé qu'on peut résumer par assumer soi-même que c'est important pour soi, le projet qu'on veut réaliser, et là on parle d'écriture, et assumer le fait de faire comprendre à son entourage proche que ce truc-là, c'est non négociable, c'est important, et que vous allez y consacrer du temps. Ça me semble très important aussi. Les gens peuvent très bien comprendre que vous consacriez 1 heure à faire du fitness, parce qu'on parle de santé. Absolument. Et je vois pas de différence. On peut très bien faire comprendre à ses proches à quel point l'écriture
le besoin d'écrire est important et qu'on en a besoin, etc. Puis à partir du moment où c'est mieux défini, c'est plus facile de bloquer du temps, c'est plus facile de réserver l'importance que le projet ou l'écriture a dans une journée et du coup de s'organiser pour déplacer le moment d'écriture à un moment qui va bien ou déplacer le foot du gamin, enfin voilà, s'organiser mieux dans le but d'aller au bout du projet. Et dans le même état d'esprit, parce que finalement dans tout ce qu'on a évoqué, tout est aussi inhérent, enfin cette question de l'entourage, etc., au fait de travailler chez soi. Donc une solution peut être, si on a du mal à ménager ces espaces d'écriture, c'est peut-être d'aller écrire ailleurs. Beaucoup de gens, et moi ça marche bien aussi. J'écris particulièrement vite et bien quand je suis ailleurs en vacances, par exemple. Mais ça m'arrive de pas avancer, même le soir, après le job, et de prendre le vélo, de descendre dans un café en bas en ville et de m'asseoir là en terrasse. Et là, je gagne 1h30. Ah ouais. Ouais, ça m'arrive assez fréquemment. Ouais, alors moi j'ai du mal avec ça parce qu'il y a trop de bruit autour. Moi, moi j'aime bien le côté bruit blanc qu'il y a d'une foule. Alors c'est clair que si tu as une conversation qui prend tout l'espace sur la terrasse du café, c'est mort, mais bon, on a les casques anti-bruit, etc. Donc c'est possible. Mais je trouve que ça marche bien, faut tester en tout cas. Oui. Il y a des gens très connus qui écrivent que dans les cafés. Je pense à Bernard Werber, qui tous les matins de 8h à midi, il est au même café, à la même place. Et ça marche pour lui. Et puis, c'est quelque chose d'assez répandu. Mais sortir un peu de son contexte familial peut aider. Oui, voilà, à définir des plages horaires et des moments. Il y a une chose aussi qui est de l'ordre de vaincre les raisons intérieures de ne pas faire le projet, et qui est cité par Pressfield, et il dit « Commencer avant d'être prêt. L'action précède l'inspiration ». En fait, c'est le fait de t'asseoir. C'est ce que tu fais un petit peu en programmant ton heure d'écriture dans la journée, par exemple. Le fait d'aller t'asseoir devant le clavier, même si t'es pas prêt, cette action-là aide ton cerveau à comprendre que tu passes dans un mode où il faut aller sur l'écriture, il faut se mettre là-dessus, et ça peut aider à passer ce cap-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je te vois dubiter. C'est-à-dire, ça permet de franchir la peur. C'est ce qu'on disait au tout début. Une des raisons, ça pourrait être de vouloir procrastiner, de procrastiner. Ça pourrait être d'avoir peur d'écrire quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Et du coup, t'écris juste pas. Or, pour avoir de la bonne qualité, il faut corriger une matière qui existe déjà, donc il faut déjà la mettre sur le papier. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont s'asseoir devant leur clavier et commencer à écrire n'importe quoi. Ah oui, d'accord, avant même, je comprends. Ouais. Tu vois, lancer le côté mécanique d'écrire avant de se lancer vraiment dans son texte. Un peu comme tu t'échauffes, quoi. Un peu comme tu t'échauffes. Et ça peut être aussi bête que je vais écrire mon chapitre suivant. Des fois, une phrase peut te lancer. Ou que je connais des gens qui réécrivent le dernier paragraphe. Ah ouais, ok. Quitte à le recopier. Ouais. C'est pas grave. Tu l'effaceras après. Mais le fait mécaniquement de retaper, etc. Et après, t'es lancé, t'es déjà en train de faire le truc. Donc, autant continuer. Et tu verras que ça t'aide à avancer et à relancer le projet. Il y a une autre façon détournée de faire ça. Il y a un auteur anglo-saxon qui en a parlé, qui fait tout le temps comme ça. Lui, il se met un nombre de mots par séance d'écriture. Bon, il se trouve qu'il écrit tous les jours, donc son minimum, parce qu'il a beaucoup d'activités, c'est 500 mots par minute. 500 mots, c'est une demi-heure d'écriture. 500 mots par minute ? Par séance d'écriture, pardon. Ah oui, parce que c'est le business. Donc lui, c'est par journée. Il est fort. 500 mots par séance d'écriture ou par journée. Ouais. Donc, il considère qu'il a fait son job d'écrivain s'il a pondu 500 mots dans la journée. Et après, il va trouver des moments pour les faire. Je me suis perdu. Oui, ça veut dire aussi pour lui qu'il va s'arrêter au milieu d'une phrase
parce qu'il est aux 500 mots, donc il a un outil sur son ordi qui lui dit bing, t'es à 500 mots. Il va s'arrêter au milieu d'une phrase parce qu'il sait que le lendemain, ça l'aide à recommencer. Il réécrit le début de sa phrase et du coup, ça lance cette mécanique comme je te l'ai décrite pour finir sa phrase et ça va lui permettre de continuer à écrire. Donc c'est un outil parmi d'autres, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Ça ne correspond pas à tout le monde, mais ça peut être... c'est une façon peut-être de relancer les choses. Là, je pense qu'on est dans la série des solutions qui sont un petit peu la carotte, presque, dans le sens où tu dois écrire 500 mots, tu dois écrire pendant la méthode Pomodoro, là, où 25 tu mets minutes. 25 minutes, bam, ces 25 minutes, tu vas écrire, ou les deadlines, parce que tu peux aussi te mettre, soit elles te sont mises... Avec le bémol que la deadline, elle peut te mettre en vrac psychologiquement, parce que surtout les gros procrastinateurs, ils vont attendre la veille de rendre pour faire le travail, et ils vont y passer la nuit. Ça les met en vrac d'un point de vue santé physique et psychique. Alors, à ce moment-là, on pourrait imaginer des séries de deadlines. Pourquoi pas te dire, OK, à la fin de la semaine, je dois avoir écrit ce chapitre. Alors ça marche mieux, c'est-à-dire, ou même une deadline pour un projet particulier. Si tu te dis, et ça rejoint ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire d'avoir des objectifs ou un objectif particulier. Tu sais que je compte mes mots, etc. Donc, par exemple, pour moi, un thriller, c'est 100 000 mots. C'est parce que, pareil, par expérience, je sais que je tourne autour de ça, 120 000 mots. Mais donc, je vise 100 000 mots et je me donne l'objectif de l'avoir terminé. Là, on est début juin. Disons que je veux avoir terminé en octobre. Et de là, je fais un rétro-planning, c'est-à-dire que je vais me dire, pour avoir 100 000 mots, ça veut dire qu'il me reste tant de jours, je sais pas, c'est 120 jours. Je divise 100 000 par 120 et ça me fait ma cible quotidienne ou par semaine, ou ce qui te va le mieux comme échelle si tu veux. Mais du coup, de fragmenter l'objectif en petits objectifs, ça te permet de répartir. Et puis que ce soit moins impressionnant aussi. Et c'est très différent que de dire je me suis mis une deadline à fin octobre, oh merde, on est le 1er octobre et maintenant j'ai 100 000 mots à faire en 30 jours. Et là, c'est plus du tout la même. Alors, absolument, mais moi, c'est vrai qu'alors dans mon esprit, si je me mets une deadline, ce qui va avec, c'est de me dire, ok, je dois rendre ce texte pour telle date. Et je regarde, et comme en plus j'ai souvent plusieurs projets en même temps, plusieurs impératifs en même temps, je parle juste sur le plan éditorial, et plusieurs maisons d'édition, etc. Donc je réfléchis quand même, et un peu comme toi, en termes de rétro-planning, de me dire, vas te répartir la charge. Ce projet-là, quand est-ce que je vais l'écrire, combien de temps, enfin ça rejoint ce que tu dis, mais moi d'une manière un peu plus souple que toi, parce que c'est ma manière de faire, mais moi je me dis, ok, je sais que là, grosso modo, j'en ai pour, je sais pas, 2 mois, 3 mois, comment je les répartis, par quoi je commence, etc. Et puis je sais à peu près, je le pose pas forcément sur papier, mais après on peut aller en effet jusqu'à le poser sur papier, jusqu'à dire telle semaine je dois écrire tant de mots. Ça dépend de quel niveau de précision et d'exigence on a besoin. Mais dans tous les cas, ça rejoint. Les deux attitudes se rejoignent dans le sens où si tu te mets pas des deadlines et si tu te mets pas vraiment un impératif, un objectif, tu le fais pas. Et ça rejoint l'idée de se concentrer, le fait de répartir, une fois que tu as défini la date de rendu de ton projet et que tu as défini avec toi-même un contrat que tu veux arriver au bout, de répartir la charge de travail en plusieurs petites unités, ça les rend beaucoup plus comestibles. Et ça permet, d'un point de vue psychologique, de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat final. Oui, tout à fait. Et au lieu, et c'est bête, peut-être, ça paraît bête, mais au lieu de imposer la charge mentale de se dire j'ai un roman à terminer à telle date, tu t'imposes la charge mentale de j'ai que 500 mots à faire aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus gérable d'un point de vue psychologique et qui aide à vaincre ce côté résistance, procrastination. Ouais. Surtout si tu as déjà un tout petit peu écrit, tu sais que 500 mots, c'est pas grand-chose. Moi, perso, c'est 25 minutes.
Donc en une séance Pomodoro, je peux atteindre mes 500 mots. Et à 500 mots, si on a une espèce de régularité, une espèce d'éthique de travail, si on trouve 25 minutes par jour pour faire le projet qu'on veut faire, c'est un roman et demi par année. Donc, donc c'est une carrière finalement. Donc, tout à fait. Ça rend les choses vraiment accessibles de les diviser en petites unités comme ça. Donc ça peut être une piste intéressante. As-tu d'autres petits trucs et astuces ? Il y en a un en tout cas qui peut être intéressant, motivant, c'est de trouver une forme de mentorat ou de partenariat. C'est plus facile quand tu partages ta problématique avec quelqu'un. Ça peut être par exemple un copain d'écriture ou une copine d'écriture, où le soir on peut ou en fin de semaine, t'as avancé, t'en es où, t'as fait ça, super, et ça te motive, et tu peux donner toi où t'en es, etc. Donc trouver quelqu'un qui est, c'est pas vraiment du mentorat, mais un échange, un copain d'écriture, un partenaire d'écriture, ouais. Ou ça peut être un bêta lecteur, et puis un alpha du coup. Ou un alpha où tu peux dégrossir la trame de ton roman au fur et à mesure que tu l'écris, ou dans le cas de l'architecte comme moi qui a déjà toute sa trame, au fur et à mesure de l'écriture tu te rends compte que ça peut dévier un petit peu, et puis est-ce qu'on suit ça ou est-ce qu'on raccroche la trame qu'on avait prévue au départ, puis ça tu peux en parler, et ça peut aider un petit peu à vaincre la procrastination, parce qu'il y a ce côté rendre des comptes. Tu le fais toi ? J'ai pas trouvé la personne intéressante, mais je le fais avec mon épouse qui là en ce moment sur ce projet-là j'essaye la méthode de Maxime Chatham, c'est-à-dire les pages qu'il écrit dans la journée il les file à sa compagne qui les lit le soir et qui lui dit donc j'ai fait pouce en l'air, bof, pouce en bas, mais bon ils se connaissent par cœur, ça fait un moment qu'ils font ça, donc j'essaye ça avec mon épouse, elle lit, mais j'y vais par tranche parce qu'elle lit très vite, de 8 à 10 chapitres. Ouais. Donc quand je me sens prêt, je lui file les 8 où j'en suis. Puis elle me donne un rendu plus ou moins complet. Et puis ça me permet d'avancer. Donc ce côté-là m'aide dans le sens, j'ai au minimum ce compte-là à rendre. C'est qu'elle attend sur l'histoire. Parce que j'ai réussi à l'accrocher au début. Bon, alors ça c'est en plus hyper motivant. Donc c'est motivant. Donc ça me permet de vaincre une certaine forme de procrastination. Donc oui, il y a ça. Mais j'aimerais trouver... quelqu'un qui écrive, parce que ton épouse elle écrit et pas. Qui te comprend du coup dans les difficultés que tu as, et qui a un peu plus de bagage dans les outils, dans la scénarisation, etc. Je n'ai pas encore trouvé, je trouverai peut-être pas, peut-être que je trouverai, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, on le fait un peu nous. C'est plus sporadique parce qu'on se voit une fois par mois, quelque chose comme ça. Beaucoup d'anglicisme. Oui, on sait depuis toujours. C'est pas grave, c'est ta petite marque de fabrique. Voilà, désolé. Mais je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et oui, pas. Alors, ça marche. Cela dit, petite parenthèse, ça marche pas avec tout le monde. Pas pour tout le monde, non. Parce que autant, alors moi, ponctuellement, c'est vrai que j'apprécie de discuter, puis ça permet... Moi, c'est plus quelque chose que j'adopterais pour tester, enfin, et notamment quand on l'a fait ensemble sur mes histoires, c'était plus à la fois pour tester le concept, et puis peut-être pour... en cas de blocage ou de doute, voilà, donc de manière très ponctuelle. Mais c'est vrai que le concept d'alpha lecteur, moi j'ai du mal, enfin sur un truc en cours, le donner à lire, mais je ne l'ai jamais envisagé de toute façon à viser de motivation, parce que ça, j'ai pas besoin, quoi. Donc, mais en effet, ça peut être une solution pour ça. J'ai jamais besoin quand je lance le projet. Après tout, je poursuis une idée qui me plaît et elle m'excite assez pour que j'en fasse un roman. Mais il y a toujours un moment creux dans l'écriture, et là, ça peut être intéressant de partager. Ce qui va à l'encontre de certains trucs qu'on a dit au début, et notamment que si tu as peur d'écrire de la mauvaise qualité,
arrête d'avoir peur parce que personne ne lit ça. Tu vas faire lire, et c'est toi qui décides quand tu fais lire, qu'à partir du moment où tu as atteint un certain niveau de qualité, que tu as fait une première passe de correction, ce genre de choses. Bien sûr. Et donc, ça va un peu à l'encontre. Mais alors moi, je contourne ça, par exemple, avec mon épouse, elle lit pas la version alpha, qui est illisible. Quand je relis ce que j'ai fait, des fois, je me dis... parce que toi, la manière dont tu travailles, tu relis pas du tout. Je me raconte l'histoire et je jette mon manuscrit le plus vite possible. Et donc il y a beaucoup de travail avant que ça soit lisible, et il y a en tout cas deux à trois passes avant qu'elle puisse avoir le truc. Donc c'est plutôt quand j'ai déjà un texte terminé. Donc ça, effectivement, c'est pas pour tout le monde, c'est très adapté à ma façon de travailler. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Comme c'est une problématique intérieure, accepter que ça existe et accepter de travailler dans cet inconfort. C'est-à-dire de poser le mot, je suis assis là, je me suis fait violence pour m'asseoir et commencer mon histoire, et je vois que je suis allé sur le Natel, regarder ce qu'il y a sur Insta, etc. Mon gars, t'es en train de procrastiner. Reconnaître ça, et reconnaître, c'est pas confortable, mais il faut te faire quelque part la violence de commencer. Et puis utiliser les petits trucs, quand t'as compris ça, les petits trucs et astuces qu'on a donnés, comme recommencer au milieu d'une phrase, recopier le premier paragraphe, écrire n'importe quoi pour la première phrase, quitte à l'effacer après à la fin de ta séance d'écriture. Ou utiliser des techniques type Pomodoro, donc c'est un chronomètre que tu lances, ton cerveau il comprend que tu es en mode écriture pendant 25 minutes, puis au bout de 25 minutes ça sonne, tu te forces à te poser, et puis il y a des gens qui supportent pas ça et qui vont continuer, pourquoi pas. Alors moi je sais que je continue, mais quelquefois ça peut être quand même une bonne manière d'initier en revanche. Mais ça peut te lancer. Par contre il y a des gens avec qui ça marche très bien, et d'ailleurs... l'original, c'est 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes. Et puis de boucler ça, en tout cas, 1h30, et après faire une pause plus longue. Mais en fait, il faut l'adapter. Faut l'adapter à ce dont tu as besoin. Il y a des gens, c'est 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Pourquoi pas ? Quel que soit. Il faut trouver votre propre façon de travailler, votre propre rythme. Mais ça peut être un outil qui peut être utilisé. Et puis, je vais revenir sur quelque chose que tu as mentionné de manière très rapide, et je pense que c'est une bonne chose, c'est le Natel, ou le téléphone portable pour nos amis français, et les notifications, mettez sur silencieux, voire mettez votre téléphone loin pendant que vous faites la séance d'écriture, parce que ça c'est aussi une grosse source de procrastination et de procrastination en cours d'écriture. Et moi, je donne des bons conseils, mais je me fais prendre assez souvent, où tu as le téléphone à côté, et puis t'écris, et puis au bout de 10 minutes, t'as un truc qui sonne, et puis voilà. Ou même tu vas, tu dis, ah tiens, est-ce que j'ai reçu des mails ? Il faut faire un état des lieux, savoir est-ce que vous êtes assez fort pour pas saisir l'objet quand on voit une notif arriver. Moi, clairement, je ne le suis pas. Et du coup, j'ai désactivé les notifs, mais surtout, si j'ai rendez-vous avec moi-même dans mon agenda, c'est marqué écriture, le smartphone, il est déposé quelque part qui est à une dizaine de mètres de là où je travaille, parce que sinon, ça ne marche pas. Et j'ai un autre problème, c'est les ordinateurs, et c'est pour ça que j'utilise aussi assez souvent une machine à écrire électronique, mais en gros, je ne peux pas aller sur Internet, je ne peux rien faire. Parce qu'un de mes problèmes à moi, c'est je suis en train d'écrire une scène où il y a, je sais pas, tel type d'arme, et subitement, il faut que j'aille faire des recherches sur cette arme. On fait tout ça. Voilà, il y a combien de balles dans le magasin, et puis est-ce que ça fait des gros dégâts, et c'est un piège à recherche qu'il ne faut pas faire si on a décidé d'écrire. C'est-à-dire qu'il faut, alors pour le coup, reporter à plus tard la recherche, c'est le bon truc. Donc, oui, c'est là que tu mets tes petites lettres. C'est là où moi je mets des lettres, une association de lettres qui n'existe pas en français, ou qui est assez rare pour pas être prise dans un mot. Et du coup, je vais les rechercher après quand j'ai besoin de faire des recherches. Donc moi, c'est TK en majuscule. Donc je peux les mettre entre parenthèses, ça dépend de mon humeur, ou au milieu du texte. Donc je fais après, quand j'ai besoin de faire mes corrections, je fais des recherches. La première chose que je fais, c'est de rechercher les TK dans mon texte, et puis de voir s'il y avait des trucs à rechercher. Mais du coup, pour pas tomber dans ce piège, je
désactive le Wi-Fi de mon, ouais, tu désactives le ordi Wi-Fi. si je suis sur l'ordi. C'est une bonne solution. Ouais, c'est une bonne solution qui est intermédiaire, c'est-à-dire que c'était à un clic de le réactiver, honnêtement. Donc, c'est assez facile de se laisser convaincre à le réactiver. Mais tu comprends, ma scène, si je fais faux mon Beretta, est-ce que c'est un 9 mm ou est-ce que c'est un 45 ? Enfin, je suis un psycho truc. Je vais arriver à me convaincre de réactiver le Wi-Fi. Donc j'ai même c'est pour ça que j'ai la machine à écrire. Mais j'avais trouvé des outils. Il y a un outil qui bloque en gros les accès Internet pendant un moment que tu définis. Ça s'appelle Freedom. Tu installes ça sur ton ordi. Puis en gros, tu lui dis bloquer tous les accès Internet pendant 90 minutes. Tu cliques, impossible de rouvrir quoi que ce soit. Pourquoi pas ? Et du coup, tu es bloqué et tu peux pas le faire. Il y a des gens que ça aide. Donc, oui, mais je crois, voilà. On cite un peu tous les outils, tu vois. Il y a tous les outils, et puis c'est vraiment là complètement individuel, il n'y a pas de jugement particulier, et puis c'est pas... L'essentiel, c'est d'essayer de trouver ses propres solutions. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, si on a besoin de ça, voilà. Trouver quelques solutions, on vous a donné pas mal de pistes jusque-là. Et puis, les mettre en application. Et tout ce paquet-là fait partie de ce que tu as appelé au début de la professionnalisation. Donc, avoir une éthique de travail. Oui, je pense. Comprendre que c'est un travail / plaisir, mais qu'il y a une composante sérieuse. Et que comme dans tout travail, c'est pas toujours 100% facile ni fun. Et, non, sinon tout le monde le ferait. Ouais. Mais je crois qu'après, il faut être doux avec soi-même de manière générale. Et puis là aussi, c'est-à-dire que se dire que, comme tu l'as souligné au début de l'épisode, on est tous concernés, donc c'est pas grave. Après, le seul impératif, c'est de prendre conscience du problème et de réfléchir pour trouver ses propres solutions pour le résoudre. On va conclure peut-être. Concluons. Alors, tout ce qu'on a dit vient à la fois de nos expériences partagées, mais aussi notamment de la lecture de ce bouquin que je ne saurais trop recommander. Personnellement, il est assez court pour que je le relise avant chaque gros projet. Il fait moins de 100 pages, je crois. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de blanc dans les pages. C'est presque des poèmes. C'est vraiment des petits paragraphes. C'est un bouquin donc de Steven Pressfield qui s'appelle La guerre de l'art. La guerre de l'art. On mettra les notes et on mettra les références dans les notes de l'épisode. The War of Art, et qui a été traduit dans des centaines de langues. Parce que la plupart des idées qu'on a évoquées, elles sont aussi là-dedans. C'est-à-dire comprendre ce que lui appelle la résistance, qui est l'effet procrastination, les raisons. Et à partir du moment où on commence à connaître ce problème-là, on peut identifier les formes qu'elle prend chez soi et commencer à trouver des outils pour lutter contre. Donc c'est une lecture pour moi qui est indispensable, je pense. Alors n'hésitez pas à venir nous parler de vous, parlez-nous de vos problèmes. Parlez-nous de vos problèmes. Docteur Cyril et Docteur Catherine sont là. Non, mais n'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux ou sur notre site ou en message pour nous dire un petit peu si vous rencontrez de telles difficultés dans votre vie d'auteur ou dans votre vie en général. Et surtout, quels outils vous utilisez pour lutter contre ça. Quelles sont vos solutions, si vous en avez. Qu'est-ce que vous avez pensé des nôtres. On aime bien discuter avec vous. Et puis on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut Catherine. Salut Cyril. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.